Bonsoir et bienvenue pour cette émission spéciale. Dans 4 jours, retour aux urnes. Vous êtes appelés à voter pour le premier tour des législatives. 577 députés à élire et une élection importante, décisive pour savoir qui va vous représenter à l'Assemblée nationale, mais aussi quel programme sera appliqué. Vous le savez, le paysage politique est depuis quelque temps totalement bouleversé avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, la progression de certains partis, la dégringolade d'autres, à l'image de cette circonscription que nous avons choisie pour cette première partie de débat, Stéphane. Effectivement, un débat en deux temps. On va aller du local au global. Le local, c'est la première circonscription de l'Aude, celle de Carcassonne, intéressante en termes sociologiques parce que c'est un petit peu un éventail des réalités territoriales de notre région, de l'urbain, du périurbain, mais aussi de l'hyper-ruralité. Et la deuxième partie, ce sera l'échelon national avec les grands élus de la région qui vont nous parler de leur vision de l'avenir de la politique, vous l'avez dit, qui est assez bousculée depuis l'élection du président Emmanuel Macron. 6 invités autour de cette table pour cette première partie. Avec nous, Jean-Claude Pérez, vous êtes le député sortant PS. Vous briguez votre 5e mandat et cette fois-ci, vous vous présentez sans étiquette. Il y a aussi Danielle Hérin qui a été investie par La République En Marche. Vous êtes adjointe au maire de Carcassonne et vous êtes l'ancienne présidente de l'université Montpellier 2. Marine Taureau est avec nous également. Vous êtes une militante associative. Vous êtes un peu la carte jeune de cette élection. Vous avez tout juste 30 ans et vous représentez la France insoumise. Avec nous également Myrène de Lorgerie. Vous êtes candidate pour les Républicains. Vous êtes vigneronne, chef d'entreprise dans le monde viticole et vous n'êtes pas encartée. Il y a avec nous Alain Gignès, candidat officiel, on va dire, du Parti socialiste, maire de Villeneuve-Minervois et également vigneron. Et puis enfin, un autre viticulteur, Christophe Barthès, secrétaire départemental du FN dans l'Aude et conseiller régional. Je vous propose d'aller directement sur le terrain, de faire connaissance avec ce territoire électoral, avec des images, avec la synthèse réalisée par François Jobard. Quels sont les enjeux ici autour de Carcassonne? Le reportage. C'est un territoire électoral qui est un mélange d'espace urbain et de ruralité. Cette circonscription de l'Aude est celle de sa préfecture. Elle embrasse une grande partie de Carcassonne et s'en va suivant les 2 grands axes de circulation qui structurent les mobilités, la route nationale 113 et la minervoise qui conduit jusqu'à Béziers. Ainsi, ce territoire est fortement marqué par la viticulture. D'un côté, une partie des Corbières, de l'autre, le Minervois. Politiquement, cette circonscription a été redécoupée en 2012. C'est un territoire dont la couleur politique des élus est à gauche, socialiste. Toutefois, cette lecture en surface ne doit pas cacher une recomposition des adhésions partisanes où le Front National s'enracine et où la République En Marche, via le candidat Macron, a réalisé un beau score. Bref, un scrutin sans certitude nous attend. Voilà pour cette présentation du territoire. Donc 6 invités autour de cette table, choisis dans le respect des règles du CSA en fonction de leur représentativité et des résultats des dernières élections. Mais il y a 15 listes sur cette première circonscription. Le nom des 9 autres candidats s'affiche en ce moment même. Et on va commencer tout de suite avec un premier tour de table pour savoir pourquoi vous vous présentez sur cette première circonscription. On a fait un tirage au sort, c'est vous qui ouvrez le bal, Myrène de Lorgerie. Pourquoi vous vous lancez dans ce combat ? Oui, bien, la première raison, c'est que j'aime ce territoire infiniment et que depuis 25 ans, je me suis attachée à participer à son développement. Je n'ai jamais compris qu'avec les atouts extraordinaires dont il est pourvu, il soit le 2e plus pauvre de France. J'y ai développé de l'emploi, j'y ai développé l'économie et c'est possible. La deuxième chose, je suis une professionnelle confirmée des différents métiers essentiels à ce département qui sont la viticulture, le tourisme et la défense du patrimoine. Et enfin, je pense que le temps est venu de donner la parole aux acteurs de la vie civile, aux acteurs du terrain. Je suis moi-même une professionnelle confirmée et je pense que le temps est venu de sortir d'une lecture purement politique des choses. Pour vous qui représentez le candidat Macron, La République En Marche, Madame Hérin, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à candidater devant les citoyens de ce Carcassonnais? Alors, comme vous l'avez indiqué, je suis universitaire, je suis native de Carcassonne, je suis native de l'Aude, donc. Et depuis déjà longtemps, je suis très impliquée dans l'innovation. Je me suis impliquée derrière, en effet, Emmanuel Macron pour la nouvelle économie dont il a compris tous les principes. Nous sommes actuellement dans des transitions numériques, énergétiques, écologiques, qui vont créer des emplois à supprimer. Et ce qui m'intéresse, c'est que j'étais très impliquée dans les liens recherche-entreprise, en particulier l'innovation. J'étais en effet ici présidente du pôle transfert LR
ancienne région Languedoc-Roussillon. Et pour moi, ce que j'ai vu, étant donné que j'ai vécu par mon métier même dans des métropoles, je dis qu'aujourd'hui, le terme métropole est apparu il y a 3-4 ans, mais aujourd'hui, tous les moyens de cette nouvelle économie qui sont basés sur des PME, sur des start-up, sur des commerces de l'artisanat, sont mis actuellement sur les métropoles. Et mon implication, c'est de dire il faut vraiment sortir de ces territoires et que l'on est sur nos territoires ruraux. On va en parler. Voilà. On va y revenir. Christophe Barthès, vous représentez le Front National. Marine Le Pen est arrivée première sur ce territoire à la dernière présidentielle. Vous espérez faire aussi bien ? Ben, on espère, bien sûr. On espère faire pareil, arriver au premier tour, bien sûr, en tête dimanche prochain. Je veux dire que je suis fier d'être né sur ce territoire, comme mon père, mon grand-père et tous ceux de notre famille avant tout ça. Puis je m'engage surtout pour sortir l'ode du socialisme qui est là depuis plus de 110 ans. Donc il est temps de faire quelque chose pour ce territoire dans ce sens-là. Voilà. Marine Taureau, bonjour. Donc vous portez la parole de M. Mélenchon, la France Insoumise. Quelles sont les motivations qui sont les vôtres ? C'est le même programme qu'à la présidentielle que vous proposez aux électeurs de ce territoire ? Tout à fait, parce que comme 30% de jeunes, j'ai été convaincue avant tout par ce programme, l'Avenir en commun, qui est porté par la France Insoumise. Et on a enfin un programme qui nous propose autre chose, un changement de paradigme sociétal, un véritable avenir en commun. Donc c'est ce qui m'a beaucoup plu et c'est pour ça que je m'engage aujourd'hui. Et c'est surtout le socle de ce programme, c'est les 4 grandes urgences que l'on décline au travers de ce programme, qui sont d'abord l'urgence sociale et économique, avec un réel partage des richesses contre l'évasion fiscale, contre toute cette fraude-là. Démocratique ensuite, parce qu'il faut une 6e République et un droit de révocation des élus. Pour moi, c'est très important. Et une constituante également. Et enfin, l'urgence climatique, qui est avec la transition énergétique. Parce que si on continue comme on fait jusqu'à présent, on est en train de détruire notre écosystème. Et ça servira à rien de parler du reste si on ne prend pas cette urgence au sérieux dès maintenant. Alain Gignasse, vous êtes le candidat, je le disais, du Parti socialiste. Alors, c'est un bastion du PS, mais le PS souffre beaucoup en ce moment. Vous aimez les défis, voire les missions impossibles ? Ah non, pas du tout. Le PS existe toujours. Il y a des personnes qui sont à mes côtés. Il y a des militants, des sympathisants. Je crois en ce parti. Je suis engagé dans ce parti. Je suis un homme de gauche avant tout. J'ai des convictions, des valeurs. Et je compte bien les défendre jusqu'à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi je me présente aujourd'hui ? Eh bien, depuis 1995, je suis élu. J'ai eu plusieurs responsabilités. Et puis, je m'aperçois effectivement que pour aller de l'avant, pour aller un peu plus loin, il faut porter des lois. Il faut aller encore plus loin, mais j'y reviendrai tout à l'heure au niveau puisqu'il y aura d'autres questions posées. Et je m'affiche complètement pour ce territoire, pour l'amener le plus haut possible, pour y amener aussi toutes ces valeurs que nous avons, que nous devons défendre, qui se traduit par de l'économie, en prenant en compte de tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit le climat, etc. Et puis surtout, tout ce qui peut nous arriver demain. Là, c'est plus le climat, c'est une question de politique, parce que j'ai bien peur que la politique menée aujourd'hui, on est plus dans le flou que dans du réel, et je pense qu'il faudra des élus convaincus, convaincants, qui soient à l'Assemblée nationale pour contrarier aussi quelque part les avancées d'Emmanuel Macron. Nous allons terminer le tour de table avec vous, Jean-Claude Pérez. Vous êtes le député sortant. Cette fois-ci, vous partez d'hiver gauche. Vous avez été élu à l'Assemblée nationale sur l'étiquette socialiste. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à repasser devant les électeurs de cette circonscription que vous connaissez ? J'étais le seul parlementaire audois à parrainer et soutenir Emmanuel Macron. Quand je l'ai parrainé, d'ailleurs, il n'était pas plus haut dans les sondages, loin de là. Il est aujourd'hui le président de la République. Il a fait un très bon score dans la circonscription, je crois, essentiel. Cette circonscription doit rester dans le giron de la majorité. Ce n'est absolument pas nos intérêts que de se couper de M. Macron, qui plus est, en tant que président de la République, il fait un parcours sans faute et c'est reconnu par le plus grand nombre. Et donc, de ce point de vue, et relier la circonscription avec la majorité présidentielle, c'est un défi qui est exaltant et que je mènerai jusqu'au bout. Allez, place au débat. On va ouvrir donc notre premier débat et on a choisi la question de l'emploi. C'est la priorité affichée du gouvernement qui veut aller vite sur ce dossier. C'est la préoccupation numéro 1 des Français et un thème de campagne incontournable pour vous tous. Un chiffre pour bien poser ce débat. Regardez, c'est le taux de chômage dans l'Aude, 13,3%. C'est l'un des plus forts taux en France. Première question pour vous, Marine Taureau. Est-ce que le taux de chômage il est inexorable dans ce département ? Je ne crois pas, non.
Je pense qu'au travers de l'avenir en commun, on a montré qu'il y avait des solutions. Il faut d'abord et avant tout relocaliser l'activité économique et la production, en réorientant le CICE, par exemple, pour le réorienter vers les TPE et les PME, vers les entreprises artisanales. Dans l'Aude, c'est 90% des entreprises qui ont moins de 10 salariés. Donc, en relocalisant vraiment cet emploi vers eux, on peut faire quelque chose. En soutenant une agriculture écologique et paysanne aussi, sur le territoire, c'est une création de 300 000 emplois, dont des milliers dans l'Aude, vu qu'on est un département très porté sur l'agriculture et la viticulture. Alors, on ne va pas dérouler le programme, mais pour vous, donc c'est possible, il faut relocaliser. Est-ce que, Monsieur Gignès, vous partagez la même vision des choses? On sait bien qu'il y a des recettes qui sont appliquées depuis 30 ans et qui ne fonctionnent pas, à commencer par le Parti socialiste. Décidément, j'ai connu de mauvaises recettes, alors je vous en donne des bonnes quand même. Non, je pense que déjà le taux du chômage dans l'Aude a baissé, ça avait été dit au niveau de l'État, et je crois qu'il faut le rappeler aussi, il a baissé au niveau du département. Il est sûr qu'il faudra trouver des solutions. Ces solutions-là, on le sait, vous avez parlé de ruralité, d'hyper-ruralité. Bien, je crois que c'est un tout qu'il faut avoir sur ce territoire. C'est un maillage entre l'urbain et le rural, entre ville et campagne. La richesse, elle est là. Le monde agricole, effectivement, pour l'accompagner, il faudra investir. Et moi, je crois à la Banque publique d'investissement, à la BIP, parce qu'il va falloir investir, et investir communément. C'est-à-dire investir avec l'argent public, et investir avec l'argent privé. On parle souvent des partenariats publics-privés, et là, il faut faire un partenariat. Investir dans quel secteur et où, je vais dire, pour le monde agricole, vous faire vite, c'est surtout sur l'hydraulique, vous le savez, c'est redonner du sens, de la valeur ajoutée sur les terroirs, sur nos terres, et c'est comme ça que nous ferons encore revenir des jeunes sur les exploitations, avec la culture que l'on voudra, qu'elle soit bio, qu'elle soit des cultures raisonnées ou autres, c'est comme ça que nous ferons repartir l'économie avant tout, en considérant le tourisme. Monsieur Barthès, OK avec cette vision, ou est-ce que l'Europe fait du mal à votre département? L'Europe fait du mal à notre département comme à tous les autres départements. Je pense que nous avons de gros atouts dans l'Aude, mais il faut y mettre les moyens sur la formation et également travailler sur la dépendance. La formation vers quoi? Les secteurs agricoles, secteur numérique? Agricole, numérique également en ce moment, puisque tout ça est en développement. Il faut également miser, et là on a une grosse capacité de trouver des emplois pour les personnes âgées, l'aide à la dépendance et le maintien à domicile. Là il y a un gros gisement d'emplois qui peut être développé. Il faut miser là-dessus, je pense. Madame Lorgeril, vous dites que vous créez de l'emploi, etc. Il y a des potentialités. Est-ce qu'elles demandent, j'allais dire, des leviers supplémentaires, ou est-ce que déjà elles peuvent être mises en mouvement pour donner de l'emploi aux gens qui en cherchent dans le département? Il y a des potentialités considérables, et pour ça, il faut la mise en œuvre par des hommes. Exemple, les deux secteurs que sont le tourisme et la viticulture, on peut développer des entreprises extrêmement performantes qui deviennent des leaders à la fois dans le monde et dans la région. Ça, c'est très important. Mais on peut également devenir ouvert et bienveillant envers le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, sur le territoire, il y a un véritable manque de ce point de vue-là. Il n'y a pas le langage et la culture entrepreneuriale qu'il pourrait y avoir sur d'autres territoires pour des raisons historiques. Et donc, c'est ça qu'il faut parvenir à développer. C'est un changement de mode culturel des acteurs du territoire? Un changement de mode culturel, et en même temps, et c'est ça que je porte comme savoir-faire, et également par des lois essentielles qui sont celles qu'on portera à l'Assemblée, la libéralisation des charges et des contraintes pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, il y a un véritable réservoir d'emploi auprès des PME existantes sur le territoire qui disent toutes avoir entre 10 et 15% d'emplois non pourvus parce qu'elles sont écrasées de contraintes, de charges et d'exigences normatives. Donc c'est en appuyant à la fois sur tous ces éléments qu'on pourra créer de l'emploi. Vous êtes d'accord, Madame Hérin, alors, avec ce que vient de dire Myriam de Lorgeril? Il faut libérer l'emploi, c'est exactement ce que veut faire Emmanuel. Mais vous êtes tous d'accord, là, autour de cette table? Alors, il n'y a personne qui s'oppose? Vraiment, on est pour un principe, quand même, pardon, excusez-moi, mais nous, on n'est pas pour la libéralisation. Au contraire, on est pour quelque chose de plus fort en termes d'État. C'est-à-dire qu'il faut des investissements publics, vous parliez tout à l'heure. Nous, on propose quand même 100 milliards d'investissements de fonds publics avec un pôle... Madame Hérin, on va juste laisser Daniel Hérin développer. Donc, en effet, il est évident qu'il faut développer l'emploi. Et quand on dit la grosse différence, je pense, avec ce qui vient d'être dit, libérer, oui, mais chaque fois qu'il y a une mesure de libérer, il y a des emplois qui risquent d'être supprimés, il y a des personnes qui risquent d'en pâtir. Donc, il faut en face protéger. Et ça, c'est le point de base fondamental pour ma part. Mais comment on peut libérer et protéger en même temps? C'est bien simple. Je vous ai parlé quand on parle numérique, on soit bien d'accord, c'est pas le numérique en tant qu'informatique, etc. C'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire, ça atteint tous les secteurs, en particulier agriculture, viticulture, tourisme, qui sont un peu
spécifique chez nous. Comment on peut en effet libérer et protéger en même temps? Eh bien, chaque fois qu'il y a une mesure qui libère, souvent, eh bien, il y a des personnes qui en pâtissent. Donc, il faut tout de suite, et c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron jusqu'à maintenant, c'est chaque fois qu'il y a une mesure qui libère en effet, il faut bien vérifier qu'il y ait des mesures qui protègent aussi. Pour l'instant, le président n'a rien fait. Il attend quand même un Parlement pour faire. Il va surtout toucher un code du travail. Allez-y alors, allez-y. La technique de François Hollande, il faisait un coup d'un côté, un coup de On va l'autre. écouter Madame Hérin. Allez. Pas du tout. C'est-à-dire Monsieur que je Pérez. prétends, et ça c'est constaté aujourd'hui, par exemple le numérique ou autre, mais ça peut être beaucoup de choses, va créer des emplois, mais on sait qu'il va en détruire. Donc il faut protéger les gens qui détruisent. Et c'est là la différence en effet avec le libéralisme proprement dit et le protectionnisme d'un autre côté, assistanat, etc. C'est fondamental. Moi, quand même, l'objectif, c'est que qu'on ramène le taux de l'emploi, comme au niveau national, il est prévu pendant le mandat du président, à 7%. Je pense que dans l'Aude, on peut le faire. Et peut-être Quasiment divisé par deux. Vous, c'est votre objectif. Oui, c'est l'objectif au niveau national et je pense que l'Aude peut le faire parce qu'on est un territoire où on peut développer en effet toutes ces PME. On va essayer d'équilibrer les temps de parole. Monsieur Pérez, et on va revenir sur tous les mots que vous avez employés. Protéger, libérer. Monsieur Pérez, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on fait? Si vous le permettez, pour être concret, un député doit également se battre pour maintenir l'emploi existant. Je pense particulièrement à l'entreprise qui s'appelait Pilpa, qui aujourd'hui est une SCOP label Aude, qui fait que le ministre de l'économie Macron, d'ailleurs, venir est un soutien à cette entreprise. Et donc, évidemment, le député n'est pas seul. Je n'ai jamais travaillé tout seul. C'était même avec des élus de toute tendance que nous avons pu ainsi maintenir cet emploi. Je crois que c'est essentiel. À travers la SCOP. Et à travers la SCOP. Ça, je crois que c'est essentiel. Moi, je crois que sur notre territoire, il y a des points qui me paraissent être essentiels. C'est naturellement la plus grande entreprise de France et les petites entreprises, les TPE, les PME. Abaisser les charges n'est pas un leurre, n'est pas non plus être droitier. Supprimer le RSI, il suffit de les écouter pour savoir combien... Adapter, pas supprimer. Supprimer pour nous, avec Madame Hérin. Nous sommes en tandem avec Madame Hérin, pas avec vous, Madame Delorgerie. Donc, Monsieur Macron, c'est supprimer le RSI. Donc, c'est croire à notre capacité de créer. Juste un mot pour dire, nous sommes un territoire qui est extraordinaire. Pourquoi il est extraordinaire? Parce que si on fait un mariage de nos grands crus, de la gastronomie, de la culture avec le patrimoine, alors que c'est ainsi, nous nous retrouvons au cœur de la nouvelle région Occitanie. Pour avoir un peu plus de pouvoir d'achat, il faut être rayonnant pour avoir naturellement et appeler du pouvoir d'achat. Rebondissez sur ça, Monsieur Barthès, on va revenir sur le thème protégé avec tous les deux. Allez-y, madame. Moi, pardon, je voulais simplement dire que ne l'avez-vous fait jusqu'à maintenant? Moi, j'ai construit des emplois, développé des choses en étant toujours en dehors de ce qui était promu par les politiques. Nous l'avons fait concrètement sur le territoire. C'est une potentialité considérable. Pour ça, il faut non pas libéraliser, mais libérer les entrepreneurs. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit libérer. Supprimer le RSI, justement, c'était sous le gouvernement de M. Sarkozy-Fillon qu'il avait été créé. Oui, et rien n'a été amendé. Rien n'a été amendé pendant la période de Hollande. Nous allons le supprimer compte tenu des dégâts que ça a Rien n'a été occasionné. amendé. Quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut l'amender au fur et à mesure. Vous ne l'avez pas fait. Non, on va le supprimer. Monsieur Pérez nous dit oui, qu'il mais est en- ça sera pire. Monsieur Pérez nous dit qu'il est en tandem avec Madame Hérin. Vous êtes d'accord, Madame Hérin, ou pas sur le tandem? Il faudrait, Ok. mais moi je voudrais Pas de quand même, tandem, bon, peut-être je me répète, mais je voudrais dire ici qu'il faudrait quand même nous dire quel est le vrai candidat de Monsieur Macron. Madame Hérin a l'investiture Monsieur Macron, Monsieur Pérez se revendique la majorité présidentielle. J'ai cru voir dans le journal, je l'ai là, dans le journal, dans le journal, dans le journal que vous seriez prête à rejoindre la majorité présidentielle. Nous savons que Monsieur Giniès ira de suite le doigt sur la couture du pantalon rejoindre la majorité présidentielle. Donc ici, le seul ou les seuls qui peut-être ne rejoindront pas Monsieur Macron, c'est nous. Madame Hérin sur le copyright alors. Je ne sais pas ce que c'est le copyright, moi c'est clair. Il y a une investiture qui a été donnée à une personne par circonscription. Je suis très, très heureuse d'avoir eu cette investiture. Il y en a une seule et je crois qu'en effet le président Macron, au travers des référents, a communiqué là-dessus fortement en disant nous, la majorité présidentielle, en effet, c'est après le terme majorité présidentielle, il peut être pris par n'importe qui. Mais il y a une seule personne et je peux vous dire, je ne savais pas comment ça s'est passé. Depuis, j'ai su comment les personnes ont été investies. Ça a été des enquêtes, etc., très longues pendant un certain temps. Et voilà, si Giniès, on va peut-être donner la parole à Alain Giniès. Vous roulerez pour la majorité présidentielle. Allez-y. Vous roulerez pour la majorité présidentielle. Alors, je vais reprendre les propos quand même de M. Barthès. Je ne me suis jamais investi derrière la politique de M. Macron. Voilà, je tiens à le dire, que ce soit clair. Je ne sais pas d'où vous tenez ces informations, mais comme vous avez rien d'autre à dire, comme chaque fois c'est pareil, vous faites avec une
une lecture nationale, vous le ramenez sur un débat beaucoup plus territorial. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir de l'ambition sur les territoires, il faut porter la parole d'un territoire, il faut aller rencontrer les gens, faire des réunions, rencontrer les gens et justement être à même de pouvoir porter la parole au niveau de l'État. Au niveau de l'État. Sur le terrain, nous étions. Nous ne faisions pas des réunions devant des partisans qui ne vous apportent rien. Est-ce que je peux attendez, Monsieur Pérez, 10 secondes sur ça, et on va aller sur protéger et libérer très rapidement le temps. File très vite. Allez, 10 secondes pour répondre sur M. Macron. Sur M. Macron, pour pouvoir avoir l'investiture, il fallait entre autres adhérer au parti En Marche et signer une charte d'engagement de soutien au gouvernement pour les 5 prochaines années à venir. Il ne saurait être question, en ce qui me concerne, que j'adhère à un parti politique, fut-il s'appeler En Marche, et qui plus est signer une charte pour avoir des députés godillots qui, le moment venu, perdraient dans le législatif, se coucheraient devant l'exécutif. Loin de moi cette idée, l'expérience de parlementaire montre qu'au contraire, il faut se battre en tant que législatif face à l'exécutif. Et Madame Delorgeril aussi. Et on reviendra vite très rapidement. Sur le code du travail. Protéger, libérer, vous êtes d'accord avec Madame Hérin sur sa vision ou pas? Ça veut dire quoi alors? Allez. Nous, on est déjà... C'est le code du travail qui vous inquiète ou pas? On est contre la loi travail. Nous voulons abroger la loi travail, la loi El Khomri qui est passée précédemment et surtout empêcher la prochaine qui arrive, qui est une inversion de la hiérarchie des normes et qui va apporter plus de précarité et de pauvreté encore que l'on connaît, alors qu'on connaît déjà aujourd'hui une très grande précarité. L'Aude, c'est quand même le deuxième département le plus pauvre de France. Il faut expliquer, la hiérarchie des normes, on donne plus de pouvoir aux entreprises. On donne plus de pouvoir aux entreprises et aux accords de branche et surtout qu'au Code du travail. C'est-à-dire qu'avant, on avait une égalité, on avait une loi qui protégeait tout le monde. Maintenant, on va dire chaque entreprise va pouvoir décider. Donc les salariés. On va écouter tout le monde sur ce thème-là. Irène Delorgeril, ce Code du travail, il vous inquiète ou pas? Ce Code du travail, nous ne savons pas encore exactement ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans la réforme rapidement. Vraiment une baisse sur les normes quotidiennes qui pèsent sur les entrepreneurs. C'est ça ce que j'appelle libérer. C'est cesser de chaque jour rajouter une nouvelle norme administrative, une nouvelle contrainte et bien sûr baisser les charges de façon drastique. Le droit du travail, c'est un élément important. Il faut le toiletter pour enlever un certain nombre de contraintes qui génèrent des abus. Mais il ne faut pas tout changer. Monsieur Barthès, vous. Tant que nous ne baisserons pas les charges sur les entreprises, sur les petits commerçants et les agriculteurs, nous n'arriverons pas à embaucher. Pour répondre à Madame Taureau, sur qu'est-ce qu'il faut faire comme ordonnance, comme réforme du Code du travail? Alors le Code du travail aujourd'hui, il ne protège absolument pas toutes les personnes dont on vient d'entendre parler, les PME, les start-up, etc. Pourquoi un jeune ne s'engage pas dans un petit village, etc. Parce qu'il n'est pas protégé par le Code du travail. Il faut savoir que le Code du travail, il faut se rappeler plutôt, que le Code du travail a été créé au moment de la révolution industrielle. Je pense qu'il protège déjà pas mal les ouvriers des grosses entreprises, mais tout ce qui est indépendant, tout ce qui est start-up, tout ce qui est commerçant, tout ce qui est artisan, il faut vraiment ajouter des choses qui protègent ces personnes. C'est pas assez, effectivement. Et avec la casse que programme votre parti, madame, je suis désolée, ça va être de pire en pire. Alors, réponse rapide, M. Ginès et M. Pérez. On passe à la suite. Arrêtez de parler de charges, ce sont des cotisations. Les charges, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des cotisations. Ce sont des conquis sociaux. Quand on est un petit patron, ce sont des charges. Ce sont des charges publiques. C'est pour ça qu'on a un pôle de bancaire public. Et vous avez raison. Et de l'investissement vous avez raison, public. le mot de charge est dangereux parce que les personnes ne sont pas des charges. Mais tout ce qui tourne autour des contraintes de l'entreprise, ce sont des charges. Et c'est ce qui paye notre santé. On va écouter le candidat, M. Alain Ginès, qui n'a pas parlé sur ça. Qu'est-ce que vous ferez, vous, député, là-haut? Sur le Code du travail, effectivement. Non, j'aurais aimé quand même que le président de la République se prononce parce que j'ai entendu qu'il y a eu déjà des débats, plus ou moins. Mais bon, il doit attendre certainement la fin et les législatives pour pouvoir se prononcer. C'est quand même regrettable. J'aurais préféré que le président lance aussi des signes à ce niveau-là. Ça n'a pas été le cas. Pour ce qui concerne Mme Hérin, les petites communes, les gens peuvent très bien s'installer dans nos petites communes comme dans les grandes. J'espère bien que ça, vous l'avez déjà mesuré. C'est ce pourquoi je veux me battre. Allez, si vous voulez bien, on va passer à la... C'est ce sur quoi je veux me battre. 30 secondes pour Jean-Claude Pérez et après un dernier tour de table. Mais il ne faut pas faire de procès d'intention parce que quand même, que l'on critique aujourd'hui une loi dont on a uniquement la méthode, il faut la saluer. La méthode du président Macron, il faut la saluer parce qu'elle n'a strictement rien à voir avec la loi comme Rivals. On a eu l'art et la manière de se mettre à dos toutes les organisations syndicales et de ne rester en tête-à-tête qu'avec une. De fait, eh bien, le Premier ministre Valls, à l'époque, a utilisé le 49.3 pour faire passer cette loi en urgence. Aujourd'hui, c'est une vraie concertation. On a vu de quelle façon le président de la République, le Premier ministre ont reçu toutes les organisations et syndicales et patronales. C'est positif, puisque la ministre du Travail disait même sur une radio nationale ce matin combien elle voulait que chacun amène sa pierre à l'édifice
pour construire cette loi. Bravo à cette méthode. Merci à vous. Et pas Allez. de procès d'intention. Un dernier tour de table. Non, on est parti pour un dernier tour de table puisqu'il nous reste quelques minutes pour cette première partie. On vous a posé la question, vous députés, que voulez-vous défendre à l'Assemblée? Quelle sera votre idée forte pour ce territoire? On repart dans l'ordre du tirage au sort. À vous la parole, Myrène Delorgeril. L'aude se doit d'être au cœur de l'Occitanie, et l'Occitanie doit pouvoir être, dans les années qui viennent, le tigre du Sud, la région qui se développera le plus. Nous avons toutes les potentialités entre Toulouse, Montpellier, Barcelone, d'être le cœur du Grand Sud. Et moi, je me battrai pour que tout ce qui peut permettre le développement du territoire, dans le respect de sa culture, de sa ruralité, de sa viticulture, mais et dans l'optimisation de ses atouts, je me battrai pour que tout soit possible, aussi bien à travers le vote des textes qu'en étant le VRP du territoire et en allant chercher de nouveaux acteurs, de nouveaux porteurs de projets, de nouveaux entrepreneurs sur le territoire. Daniel Herrem, pour La République En Marche, votre proposition de défense du territoire à l'Assemblée nationale, quelle est votre vision donc? Alors la vision députés du territoire, c'est ce que j'ai déjà commencé à indiquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les financements, les emplois vont vers les métropoles. Accentuer ces 2 dernières années, c'est fou, quoi. Or, cette nouvelle économie peut se déployer dans nos villages, dans le milieu rural et dans les villes moyennes. Donc ça, je me battrai pour ça. Après, je reprendrai en effet un point très fort qui est tout ce qui est autour du tourisme, de la viticulture, en particulier agriculture, et du patrimoine. Tout ceci lié. Et dans les objectifs que j'ai mis en avant, je les lis fortement, parce que je pense que là, on peut développer de l'activité, on peut développer des emplois. Donc ce territoire, pour moi, il doit se développer, c'est-à-dire au niveau national. Moi, ce que je porterai, c'est attention, arrêtons de mettre les emplois, les financements, comme on le fait ces 2 dernières années, dans nos métropoles. Il faut que ce soit maintenant dans nos territoires ruraux, etc. Il y a une loi numérique qui n'est pas neutre, exactement. Une loi numérique qui n'est pas neutre, qui a été passée l'année dernière. Je suis convaincue que personne n'a été concerné, n'a été consulté sur ce territoire. Merci. Par contre, dans les métropoles, ils ont été consultés. Merci, Vous, madame. député Christophe Barthès, qu'est-ce que vous La défendriez? défense des petites retraites. Ça, ce sera une de nos priorités, surtout celle des veuves de viticulteurs et des viticulteurs eux-mêmes. Il est inadmissible qu'il y ait des personnes âgées à cette époque-ci qui, quand elles ont fini de payer toute leur facture à la fin du mois, et 2 ou 3 euros, et j'en reçois à ma permanence, 2 ou 3 euros par mois à manger. C'est inadmissible. Il faut revaloriser aussi les pensions des anciens combattants, qui sont au ras des pâquerettes. Rétablir la demi-part pour les veufs et les veuves, qui a été supprimée par le gouvernement Sarkozy. Accompagner la dépendance et le développement, j'en ai parlé tout à l'heure, qui créera pas mal d'emplois, beaucoup d'emplois même. Et puis la viticulture, et en général l'agriculture, il faut tabler là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec toutes les propositions du syndicat viticole que j'ai suivies sur le terrain, et dernièrement aussi lors de leur dernière manifestation. À part une petite divergence ou 2, on est d'accord sur tous les points, mais on ne fera rien sans que la profession soit d'accord et nous donne... Merci, monsieur Barthès. Donc pour le Front National, Marine Taureau, vous parlez au nom de la France Insoumise, on vous écoute. Déjà, on voudrait un territoire ouvert qui prône l'intermodalité. Donc, on veut soutenir la création de la gare multimodale de Carcassonne. Mais aussi un territoire ouvert sur l'Europe et les pays de la Méditerranée, avec l'aéroport de Carcassonne, sud de France. On veut mettre en avant la viticulture, avec un vignoble de qualité et des vins d'excellence et des circuits œnotouristiques. Pour finir, un territoire de forte citoyenneté et de solidarité. Ma permanence parlementaire sera une maison citoyenne avec des ateliers législatifs où les citoyennes et les citoyens pourront venir faire les lois, écrire les lois avec nous et qu'on travaille vraiment tous ensemble à tout ça. Et solidaire, parce que nous ne voulons plus de minima sociaux et de retraite en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire plus de retraite, plus d'âge, tout ça, à moins de 1 008 € par mois. C'est indécent, cette pauvreté dans notre département. Merci. Alain Gignasse, si vous êtes député, que défendrez-vous à l'Assemblée nationale? Si je suis député, d'abord, je me considère européen et je défendrai l'Europe. Je suis pour l'ouverture des frontières. Je suis pour un contrôle au niveau de l'Europe. C'est l'économie, c'est tout ce qui est le bien vivre et aussi, quelque part, le lien commun que nous devons avoir, pas comme le Front National qui souhaite fermer sur la France. Des justes mesures pour trouver l'équilibre, parce qu'on parle trop souvent du rural et d'urbain et on le confronte au lieu d'amener un plus et une certaine richesse. Et puis en tant qu'élu, surtout, je dirais stop aux réformes territoriales. J'entends parler de métropole, alors je ne sais pas dans quel sens vous parlez de métropole, mais les métropoles, c'est la fin des communes, c'est la fin des conseils départementaux, et c'est la fin tout simplement de ce lien que nous avions social avec les citoyens. Et tout ça, il faut le garder. J'ouvrirai bien sûr des maisons de services publics, en rappelant que quand même les mairies sont avant tout des maisons de services au public. Il y en a 36 000 en France
et il faut les conserver. Voilà pourquoi je suis contre ces réformes territoriales pour demain. Merci, monsieur Jean-Claude Pérez. Vous concluez, donc vous, député. Il y a 3 points qui me paraissent essentiels, notamment un d'urgence. Dans notre circonscription, la question des petites retraites est une vraie question. Elle pèse énormément, elle touche le rural comme l'urbain. Et il faut reconnaître que concernant d'ailleurs les retraites agricoles, un travail énorme avait été fait sous le gouvernement de M. Jospin. Une pause a continué sous la gouvernance de M. Sarkozy. Et dans la dernière mandature, pas grand-chose a été fait à ce niveau-là. Donc, deuxième point maintenant. Peser auprès du président Macron pour qu'on se préoccupe effectivement de cette situation inadmissible me paraît être essentiel. Allez, deux points rapidement, la question viticole, la question des intempéries est une urgence auprès du ministère de l'Agriculture. Le gel, la grêle, il y a une crise structurelle, mais il y a également une crise conjoncturelle. 3e point pour finir. Et le 3e point, c'est la fierté de marier, je le redis, nos grands crus avec le patrimoine, la gastronomie, avec... tout simplement, l'essence même de notre circonscription. Nous avons deux monuments classés à l'UNESCO. Nous sommes uniques, la cité, le canal du Midi. 4 mandats, M. Pérez, 4 mandats. On ne peut pas repartir malheureusement. Je n'étais pas là lors de la création de la cité de Carcassonne. Et voilà, ça c'est étonnant. Merci à tous les 6. Je rappelle que sur cette première circonscription de l'Aude, il y a 15 candidats en tout. Vous allez donc revoir les noms des 9 autres candidats qui sont donc en piste pour cette élection dimanche prochain. Dans quelques instants, deuxième partie de cette émission spéciale législative avec de nouveaux invités et une question au centre des débats. Peut-on faire de la politique autrement ? Mais avant ça, on est allé vous demander, connaissez-vous votre député et votre circonscription ? Eh bien, pas facile de s'y retrouver, surtout dans les grandes villes. Jean-Michel Escafre et Nicolas Chataille sont allés recueillir votre avis. Pas si simple de s'y retrouver à Montpellier. La ville comprend 5 circonscriptions, dont 2 n'ont pas de continuité géographique. En clair, elles sont séparées en 2 parties. Ici, nous sommes dans la 9e, dans le quartier Port-Marianne. Vous connaissez votre député sortant, celui qui est déjà installé ? Non, je ne le connais pas. Et est-ce que vous connaissez un peu les candidats pour qui vous allez voter ? Oui, je les connais, oui. Je n'en connais aucun. Effectivement, on a le problème de savoir qui est dans quelle circonscription, etc. Et j'ai déjà cherché ce week-end qui était sur ma circonscription. Et j'ai eu du mal à trouver, ne serait-ce que sur Internet déjà. Alors, je connais quelques candidats, ouais, mais sans ça, je ne sais pas où ils sont vraiment candidats sur quelle circonscription, quoi. Mais Parce que elles sont tellement proches les unes des autres. Le découpage des circonscriptions est parfois difficile. Par exemple, là, nous sommes à la croisée de 3 circonscriptions. De ce côté-là, c'est la 2, derrière moi, c'est la 8, et par ici, c'est la 3. Pas simple pour s'y retrouver. Qu'est-ce qui vous sensibilise, la personnalité des candidats ou plutôt le programme qu'ils défendent ? Le programme qu'ils défendent et aussi donc un peu dans ces élections législatives, c'est pour voter un peu dans la continuation du vote que l'on a fait pour les présidentielles. C'est mon cas. Hein. Moi, je vote pour des idées, celui qui correspond à mes idées. Voilà, oui. Plus que pour un nom ? Plus que pour un nom, bien sûr. Parce que les personnes, on n'a pas tellement de relations avec elles. Enfin, bon. Vous aimeriez les connaître davantage ou pas forcément ? Oui, ce serait bien. Je pense qu'une fois qu'on les aura élus, quand même, on les connaîtra. Et merci d'être toujours avec nous pour cette émission spéciale avant le premier tour des législatives. Voter dimanche, oui, mais pour qui ? Mais pourquoi ? Et peut-on faire vraiment de la politique autrement, comme nous le promettent beaucoup de candidats ? Vous allez le voir tout de suite sur notre plateau. On accueille 5 nouveaux invités qui ne sont pas tête de liste, justement, pour leur parole libre. On ne va pas parler d'une circonscription en particulier, mais de toutes les circonscriptions, Stéphane. Oui, effectivement, 5 invités autour de la table. On va peut-être les présenter les uns après les autres. Tout d'abord avec Alain Bertrand, vous êtes sénateur de la Lozère, vous êtes au Parti Socialiste, vous avez parrainé Emmanuel Macron. Vous êtes surtout connu pour être un compagnon de Georges Frêche, l'ancien président de la région que vous avez secondé lorsqu'il avait les responsabilités de l'exécutif régional. De l'autre côté, bonjour, Henri Beck, bonjour. Vous êtes conseiller départemental, vous êtes proche de la droite nationale. Vous avez été soutenu par M. Ménard pour votre première candidature en 2015 pour les départementales. De l'autre côté, bonjour, Maïté Sanchez-Smith. Vous venez des Pyrénées-Orientales, vous êtes adjointe au maire de Perpignan, mais vous avez été aussi une députée européenne remarquée durant votre mandat, puisque vous avez été une des plus actives au niveau national. Donc, vous êtes évidemment membre des Républicains.
Absolument. L'autre côté, René Revol, bonjour. René Revol, vous êtes, vous, un compagnon depuis très longtemps de Jean-Luc Mélenchon, vous êtes de la France Insoumise et vous êtes le maire de Grabel. Et pour commencer, Philippe Sorel. Bonjour Philippe Sorel. Bonjour. Vous êtes le maire de Montpellier, d'Hiver Gauche, vous aussi, vous êtes un proche d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce que faire la politique différemment, c'est possible ou est-ce que c'est du marketing politique? Est-ce que vous y êtes arrivé au bout de 3 ans à Montpellier ou pas du tout? Mais moi, je considère que j'y suis arrivé dès 2014, puisque l'équation que nous avons proposée aux Montpelliérains était assez comparable à ce qui a été proposé par Emmanuel Macron au niveau national. Je dois dire qu'un peu de l'ADN de Montpellier se trouve dans la démarche nationale du président de la République, même si les équations locales comptent en politique et que la couleur politique des territoires est sensiblement différente en fonction de là où on se trouve. Je dois dire que faire de la politique autrement, c'était proposer un rassemblement d'union nationale pour être le plus efficace possible face au Front National qui demeure le parti que l'on combat. Et nous avons pour cela rassemblé toutes les énergies possibles, du centre droit jusqu'à la gauche de la gauche. C'est ce que nous avons fait à Montpellier et dont une grande partie de la démarche a été reprise. Vous le voyez, la gauche de la gauche, de... chez M. Macron ou pas en ce moment? Oui, bien sûr. M. U a soutenu Emmanuel Macron. Mon ami Patrick Brauzek, le maire de Saint-Denis, avec qui je me trouvais au Stade de France il y a 2 semaines, a soutenu officiellement Emmanuel Macron. Anne-Sophie. René Revol, est-ce qu'on peut faire véritablement de la politique autrement? Vous, à la France Insoumise, vous essayez d'afficher ce renouveau en disant on a des nouveaux candidats, des gens qui ne sont pas encartés ou qui ne sont jamais présentés. Vous essayez de faire du neuf avec... Pour faire de la politique autrement, il faut changer les visages, les usages et les idées. Jean-Luc Mélenchon, il y a longtemps qu'il est là. Oui, c'est ça. On voit quand même les classiques du parti sont toujours là. De la France Insoumise, je réponds à la question qu'on me pose. Voilà. Donc, d'abord, les visages. Comme vous l'avez vu dans le débat précédent, Madame Taureau ne faisait pas de politique il y a 3 mois, il y a 6 mois, et elle est là, et elle assume parfaitement son rôle et le programme qui est le nôtre. Sur les plus de 500 candidatures que nous présentons, les 3/4 sont des gens qui n'ont aucun engagement politique et qui ont été révélés par cette campagne, par le débat interne à cette campagne. Les usages aussi. Ces candidats, à la différence des candidats de La République En Marche, ils n'ont pas été désignés par le doigt de Jupiter, ils ont été désignés par le vote de tous les gens insoumis de leur circonscription démocratique, et qui fait qu'ils représentent ce groupe-là. Et puis aussi changer les idées, parce que on peut dire, c'est pas parce qu'une, je sais pas comment vous dire ça, c'est pas parce qu'une vieille bêtise ou une vieille erreur ou une vieille connerie est dite par quelqu'un de jeune de moins de 40 ans que ça devient nécessairement une vérité. Donc il faut aussi un renouvellement des idées dans ce pays. Alain Bertrand, votre parcours, vous, est celui d'un renouvellement sur la Lozère, dont on sait que les mètres de granit ont été longtemps un petit peu le centre de la vie politique. Vous avez combattu seul pendant 30 ans avant de prendre le pouvoir. Est-ce que vous pensez, vous, vraiment, qu'on peut arriver à bousculer les choses? D'autant que vous avez, vous, tenté en 2008 une expérience inédite, PS plus Modem, plus l'ancien maire, M. Delmas, qui était un homme de centre droit, qui était derrière vous. C'est un laboratoire aussi ou pas? Oui, c'est un laboratoire et je suis d'accord avec Philippe Sorel. Ça ressemble à ce qui a été fait après par Philippe Sorel aussi à Montpellier et ce qui a été initié aussi par Georges Frêche, qui le premier a dit le Parti socialiste est mort dans un livre il y a 2 ans. Mais souvent, c'est des hommes seuls qui partent. C'est un peu le cas de M. Sorel, ça a été votre cas pendant très longtemps, plus longtemps que lui d'ailleurs. Après, il y a des constantes. Parce que, par exemple, sur les affaires d'argent, il y a des gens qui ont un rapport malsain avec l'argent, ça leur tombera toujours dessus à eux. Puis il y a d'autres constantes. Il faut aimer les gens. Il y a d'autres constantes. Il faut rejeter les extrémismes. Mais les extrémismes, ça ne suffit pas de dire le Front National. Il y a des extrémismes de gauche et des extrémismes de droite. Enfin, il y a des comportements extrémistes au sens large. Monsieur Revol, c'est extrémiste France Insoumise ou pas? Je ne parle pas à Monsieur Revol. Je parle au sens large. Il y a des gens qui tiennent des propos extrémistes qui les disqualifient dans le débat. L'extrémisme, il est disqualifiant. Il faut montrer aux gens tous les matins qu'on les aime, qu'on a des propositions pour eux, qu'on est des élus de terrain, de bon sens, et que la notion d'intérêt général, la notion de bien public, tout ça, ça veut dire tout un tas de choses. Alors après, il nous tombe dessus des rochers, quand par exemple il y a l'affaire Cahuzac, ou quand il y a l'affaire Fillon, ou quand il y a les comportements de Balkany, ou de Thévenoud. Ou l'affaire Ferrand. Mais pour autant, les gens, ils doivent savoir que les élus se lèvent tôt le matin, ils se couchent tard le soir, souvent ils aiment leur pays, et qu'un maire d'un village de 500 habitants,
Ils gagnent 400 € par mois. Alors, il y a les grands élus, peut-être, qui gagnent beaucoup d'argent. Alors, il faut clarifier tout ça. Oui, il y en a qui cumulent quand même les mandats et qui gagnent un petit peu plus, Alain Bertrand. Mais ça suffit d'aimer les gens pour faire de la politique. Il ne faut pas aussi avoir un petit peu de réseau quand même pour arriver. On va faire répondre Henri Beck. C'est votre première élection, je crois. C'est ma première élection. Quand on arrive sans expérience, qu'on n'a pas forcément de réseau en politique, comment on se débrouille? Arriver sans expérience politique, sans expérience de terrain, c'est autre chose. Alors, pour répondre à votre question, comme M. Sorel, nous avons également à Béziers, nous illustrons parfaitement à Béziers cette réforme de la politique, puisque le maire de Béziers, les conseillers départementaux que nous sommes les 6, et Emmanuel Ménard qui se présente aux législatives, n'ont pas de carte de parti politique. Nous avons été et nous sommes soutenus par différents groupes, que ce soit le Front National, nous personnellement par Robert Ménard, par Philippe de Villiers, etc., etc. Donc nous avons été soutenus par certaines personnes, mais nous n'avons pas de carte de parti politique. Et nous sommes arrivés, je dois le dire, au conseil départemental, assez surpris de constater que on nous laissait systématiquement de côté parce que nous aurions une étiquette extrémiste, comme vous l'avez dit. C'est peut-être le cas pour le groupe de M. Sorel aussi. C'est exactement le cas pour M. Sorel, exactement. Vos conseillers ont dû vous tenir informés. Ça, c'est vrai. Alors, si vous permettez, tout à l'heure, si vous permettez. Si vous permettez, je termine là-dessus. Je pense qu'on peut faire de la politique autrement, ça c'est certain, mais actuellement, je crois qu'on ne peut pas, on ne pourra pas. Pourquoi? Parce que nous avons deux écueils. Nous avons l'écueil du président de la République, pas le président actuel, mais du système du président de la République, qui polarise l'élection au suffrage universel, polarise la vie politique pendant 5 ans. On ne pense qu'à ça, on ne parle que de ça. Tout le monde se dispose, se présente à cause de ça. Et le deuxième écueil, c'est la représentation. Manifestement, nous n'avons pas en France une représentation véritable du peuple et donc de le changement la réalité du système électoral, grosso modo, proportionnel. Terrain. Absolument. Nous avons une représentation des partis politiques, nous n'avons pas une représentation du peuple français. Tant que nous avons cette dichotomie, nous ne ferons pas de la politique autrement. On va écouter notre invité. Et je termine là en disant que si nous faisons de la politique autrement, peut-être à Béziers, nous la faisons un petit peu différemment de M. Sorel, parce que j'ai vu que M. Sorel, justement, il avait quand même, dans le fond de l'idée, une prédisposition à attaquer en particulier un parti politique, alors que nous avons, comme vous dites, prédisposition de régir le terrain uniquement. Vous avez beaucoup travaillé au Parlement européen, mais vous n'avez pas été réélu, etc. Est-ce que parfois la politique, c'est pas un peu injuste aussi parce que c'est des logiques d'appareil? Oui, c'est injuste, mais enfin, c'est vrai que c'est pas la première chose à laquelle j'ai pensé, ma réélection. J'aurais bien aimé être réélu pour continuer, mais la transition est parfaite. Moi, j'ai fait de la politique autrement au Parlement européen. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de majorité absolue au Parlement européen et que c'est une excellente école, justement, pour arriver à travailler avec des majorités très très larges. Donc il faut changer le système électoral, comme dit M. Beck. Moi, je trouve qu'effectivement, mettre en place un système qui permettrait de travailler ensemble, ce serait une bonne chose. Par contre, il y a une chose qui me paraît essentielle, c'est que les coalitions, les ententes, les discussions, elles devraient se faire avant les élections, comme cela se fait en Allemagne. Et pas uniquement après parce qu'on y est obligé. Les communautés d'idées, elles devraient se trouver avant des élections. Après, l'électeur tranchera, les majorités se feront ou ne se feront pas. Mais cette ouverture, on devrait l'afficher avant, mais de manière vraiment réelle. Mais là, elle est affichée, par exemple, dans le gouvernement Macron, l'ouverture, puisqu'il y a des républicains et des socialistes. Après l'élection, et pas avant. Oui, mais avant les législatives. Ben oui, mais est-ce que ça brouille les cartes ou pas? Ou finalement, ça les écarte? Ça ne brouille pas les cartes, mais je trouve que ça n'est pas vraiment clair. Aujourd'hui, je ne dirais pas que cette ouverture, elle est affichée, oui, mais il n'empêche qu'il y a une étiquette sur les candidats, aujourd'hui. Oui, mais on a quand même un peu de mal à s'y retrouver. Sur cette question, aujourd'hui, est-ce que c'est clair, pas clair, les positions? Philippe Sorel. Moi, c'est très clair pour moi. Franchement, mais je comprends que les électeurs, et je comprends même que les politiques ne s'y retrouvent plus. Parce que Emmanuel Macron a fait exploser totalement la mosaïque politique du système français. Et il l'a fait en revenant à l'origine de la Ve République, en reprenant les fils du pouvoir de la Ve République, qui a été conçue à la base pour un homme seul, en l'occurrence le général de Gaulle. Et maintenant, il va tirer bénéfice de la Ve République parce que disent les citoyens? Ils disent qu'il faut donner au président de la République une majorité pour gouverner. Donc ce système-là, moi, personnellement, je considère qu'il doit évoluer. C'est pour ça que dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, j'ai toujours considéré que la 6e République était pour moi, personnellement,
une idée qu'il fallait creuser. Donc vous êtes à la fois pour Emmanuel Macron, mais sur un peu le programme de Jean-Luc Mélenchon, voilà, ça y est, on s'y retrouve plus. Par contre, je voudrais rajouter quelque chose. Quand René Revol dit qu'il faut changer les visages, moi je dis il faut que France Insoumise change les affiches. Parce que les tracts et les affiches sur le recto, il n'y a que le visage de Jean-Luc Mélenchon. Il faut tourner pour voir les candidats. Personnalisation et 6ème République. Oui, non, mais Jean-Luc Mélenchon a assumé sa campagne publiquement. La question qui se trouve posée, c'est que je pense l'inverse que toi, Philippe. Je pense que la 5e République, c'est le principal obstacle. Voilà. C'est le principal obstacle, c'est ce que je dis. Car c'est un homme seul, qui se définit en plus comme jupitérien, donc, à la limite du ridicule, et qui décide seul, qui décide des investitures, qui décide du gouvernement, qui décide de tout. Et là, par exemple, dans cette campagne législative, il y a un vrai problème. C'est qu'on va voter dimanche prochain et que sur un certain nombre de questions essentielles, on ne connaît pas le programme du gouvernement. Sur la question de la loi travail, par exemple, j'ai lu, on me dit c'est un document qui a fuité, etc. Je connais la tactique, consiste à faire fuiter un document pour dire qu'ensuite c'est pas le nôtre, etc. Mais bon, passons. Moi, je lis le programme électoral d'Emmanuel Macron, et dans ce programme, il y a précisément la remise en cause des principales règles du droit du travail dans chaque entreprise si le patron organise un référendum direct. Voilà. Donc, je dis, aujourd'hui, le vote ne se fait pas dans la clarté si on ne présente pas avant les choses clairement. Donc, je pense qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de démocratie directe dans la société. Et la 5e République, elle est quelque part derrière nous et elle doit être balayée. Alain Bertrand, vous êtes sociolo-macroniste. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit M. Revol ? Il y a un loup, comme dirait Mme Aubry. Non, il n'y a pas du tout de loup. Macron, il est très clair. Il dit « je veux faire gagner les entreprises, mais je veux aussi faire gagner les salariés. Je veux inventer des droits nouveaux, je veux inventer des égalités nouvelles. » Mais après, sur ce que je dis puisqu'on va avoir une loi que je voterai pour redonner la confiance dans la vie politique, eh bien, ce que je dis, être proche des gens, les aimer, ça ne suffit pas. Il y a aussi les résultats. On est jugé à l'os des résultats. Et ensuite, il y a l'organisation de la vie politique. Bon, il y a des élections chaque année. Cette année, c'est la présidentielle, mais dans la législative. L'an dernier, c'était les régionales. L'année avant, c'était les départementales. Sénatoriales en septembre, pour vous. C'était les municipales. Après, il y a encore les... Et puis, il y a quelque chose qui, moi, me choque profondément. C'est le fait qu'on a 2 assemblées pléthoriques à Paris, avec 458 sénateurs, 577 députés. Il faut supprimer le Sénat. 925 personnes. Non, mais on a besoin de 100 sénateurs avec aucun élu sur des listes à la proportionnelle. Il faut qu'ils aillent dire au maire, au président de l'agglo. Donc c'est un sénateur par département, monsieur Bertrand. Et 2 députés par département. Un sénateur par département. Expliquez-moi pourquoi on a besoin dans le Nord de 21 députés, dans les Bouches-du-Rhône de 16 députés. Demandez à Philippe Sorel s'il a besoin de 9 députés. Demandez à la Seine-et-Marne. Il en a 4 à Montpellier. Henri Beck, cette proposition, un sénateur, 2 députés par département. On organise le bordel et on dilue la démocratie. On empêche le citoyen de juger justement. On va écouter M. Beck qui n'a pas beaucoup parlé. M. Beck est une ancienne députée européenne. Allez-y, M. Beck, la parole est à vous. Vas-y, ancienne députée européenne. Non, madame Sanchez. Voilà, madame Sanchez-Smith, ancienne députée. Oui, je ne suis pas du tout convaincu par une 6e République dans laquelle, d'ailleurs, je ne sais pas pour l'instant ce que l'on peut y mettre. Je répète encore une fois que nous avons des vices inhérents à la 5e République. Je suis peut-être un petit peu d'accord avec M. Revol. Tant qu'on ne supprimera pas ces vices, on ne supprimera pas la façon de faire de la politique. Mais est-ce qu'il faut réduire les assemblées, les représentations locales et nationales, ou non? Il faut réduire plus que ça. Parce qu'avec toutes les strates et les couches que nous avons entre la commune, l'agglo, le département, la région, l'État, l'Europe et toute l'administration qui va avec... Qu'est-ce qu'on garde, M. Beck, pour vous, qu'est-ce qu'on garde, la commune? On garde la commune, ça absolument. On garde la commune, on garde le département, peut-être que la région, ça me paraît pas être tout à fait indispensable. Alors, et puis je peux dire qu'en ce qui concerne la 5e République, ce sont des miettes que nous avons. La 5e République, telle qu'elle était prévue au début, n'existe plus. On va elle a été revenir réformée maintes fois, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était que la 5e République. On va revenir aux législatives. Deuxièmement, je finis sur le programme de M. Macron. On sait très bien,
on sait très bien, vous ne le direz pas, mais moi je le dis, que M. Macron, au cours de sa campagne, a tout dit et son contraire, a raconté n'importe quoi, de telle façon qu'aujourd'hui, nous ne savons pas exactement ce qu'il veut et ce qu'il va faire. Alors, bien entendu, sur le droit du travail, qui est le plus important, parce que ça risque de bouger un petit peu dans les rangs, il joue la montre. Il joue la montre jusqu'au 18. Après, je crains que nous ayons des surprises et de mauvaises surprises. Donc voilà, je ne pense pas que M. Macron ait quelque chose de bien décisif à nous proposer. Allez, Maïté Sanchez, trop de députés à l'Assemblée ? Moi, je pense effectivement qu'il faut réduire le nombre de parlementaires. Bien sûr, 1 ou 2 par département, ça ne veut rien dire. Moi, je viens d'un département où il y a 450 000 habitants. Je ne sais pas, dans l'Hérault, vous dépassez le million, donc effectivement, ça doit être proportionnel. Moi, je veux revenir au thème, est-ce qu'on peut faire de la politique autrement ? Vous avez parlé de réseau tout à l'heure. Moi, j'ai vécu une présidentielle pour les Républicains où la société civile s'est très largement investie. Et ça a été une très bonne chose. Elle a participé au programme, elle a participé à la campagne. Et je pense que si les Français ont perdu confiance en leur politique, c'est justement parce qu'ils ne se sentent pas assez associés. Je crois qu'on devrait faire la part plus grande, les partis politiques en général, à la société civile. On a encore besoin des partis politiques, madame. Mais je pense oui, parce qu'aujourd'hui, on est organisé avec des partis politiques, c'est eux qui ont des réseaux politiques, mais il y a ces réseaux de la société civile qui sont importants. On peut être élu et avoir des réseaux dans la société civile, parce que je vous rappelle quand même que quand on est élu, on est au service de la population et qu'on est là pour essayer de répondre à leurs attentes, avec des programmes effectivement, mais les réseaux politiques ne sont pas les seuls, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Il y a des réseaux professionnels, il y a des réseaux de la société civile, il y a des réseaux associatifs, et ils sont très, très importants, et on en parle toujours très, très peu, alors qu'ils représentent la majorité de la population française. Philippe Sorel, vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron. Un mouvement s'est créé, La République En Marche, mais vous n'êtes pas adhérent de La République En Marche. Il a tort, le président de la République, de créer un parti politique ou pas ? Ah non, mais moi, je ne vais pas me mettre à la place du président de la République. On a cru que vous l'aviez exprimé il y a 2 mois, donc c'est pour ça qu'on vous pose la question. Il a créé un parti politique, vous avez raison. Moi, c'est tout ça. Il a créé un parti politique ou pas, notre nouveau président ? Sur mon opinion sur les partis politiques... Sorel ne peut pas me répondre. Mais non, mais je vais vous répondre sur la généralité. Moi, je considère aujourd'hui que les partis politiques sont allés trop loin. Et comme dit Podemos dans son livre, et je suis tout à fait d'accord avec cette proposition, cette assertion... Oui, parti espagnol, gauche antilibérale, grosso modo. Les copains de la France insoumise. Ils expliquent que les partis politiques ont fini par rogner un peu la souveraineté de l'État. Oui. Moi, je suis pour plus d'État. Fonctionner autrement. Je vous cache pas que je suis de philosophie socialiste et que je ne fais pas partie de la grande masse des socialistes lorsque je parle ainsi. Mais je suis pour plus d'État. Mais vous êtes plus jaurésien que Gued, quand même. Quand vous êtes plus Jaurès que Jules Gued. Oui. Podemos, ça serait plus Gued, quoi. Ça serait une radicalité plus forte, quoi. Oui, mais l'humanisme de Jaurès est incontournable pour moi. Et ça ne prépare pas les municipales, un peu, France Insoumise, etc. Je vous taquine, mais... Et lorsque Podemos explique que les partis politiques ont fini par rogner la souveraineté de l'État, je suis d'accord avec ça. Parce que chaque fois que l'État perd un peu de sa souveraineté, c'est chaque Français qui, à son niveau, perd aussi sa définition, sa citoyenneté, sa souveraineté. Il faut arrêter avec les partis politiques, René Revol ? Il faut les transformer. Voilà. Il faut les transformer. Et c'est ce que nous faisons avec la France Insoumise. Mais la question, c'est de les transformer. Parce que la condition de tout ça, le problème... En même temps, il y a un problème de financement. Le fonctionnement, pas les partis politiques. Non, mais le problème, c'est redonner le pouvoir aux citoyens. Aujourd'hui, ils ont le sentiment qu'ils sont dépossédés de la capacité de décider. Donc pour ça, il faut premièrement, par exemple, quand vous dites qu'il faut réduire le nombre de députés, c'est pas le problème. Le problème, c'est de leur donner des pouvoirs à ces députés qu'ils ont de moins en moins. Que vous en ayez 400 ou vous en ayez 600, si dans les 2 cas, il y a une ordonnance de 49 terres et que quoi qu'ils disent, le pouvoir exécutif fait ce qu'il veut, à quoi ça sert d'avoir des députés ? D'ailleurs, je peux aller vous rassurer, M. Bertrand, je suis pour la suppression du Sénat, ça en fait déjà un certain nombre de moins. D'accord ? Ce qui regarde 577 Ce qui veut dire, M. Revol, que les députés... Donc, ce qu'il faut, c'est redonner du pouvoir aux citoyens. Vous avez des formes de pouvoir aujourd'hui qu'on a testées, qui marchent. Par exemple, pour écrire notre programme, la moitié de l'Assemblée qui a écrit notre programme, elle a été tirée au sort sur les 400 000 personnes. Oui, mais vous avez recréé une Assemblée, néanmoins. D'autre part, une autre proposition, parce qu'aujourd'hui, ce dont souffrent nos concitoyens, c'est de vous d'élire quelqu'un et d'après s'apercevoir qu'en cours de mandat, il fait le contraire de ce pourquoi il a été élu. C'est pour ça que nous défendons l'idée de la révocation possible avec des processus tels qu'ils existent dans différents pays et pas seulement des pays radicaux. Donc, on peut mettre ça au point. Merci beaucoup. Comme ça, on Monsieur Bertrand, rapidement, Monsieur Beck. Moi, je suis pour des choses claires. Par exemple, à Montpellier, si quelqu'un veut savoir si le maire fait du bon boulot, il regarde si Philippe Sorel dirige bien son assemblée, fait du bon boulot, pardon madame, pour la ville de Montpellier.
Là, est-ce que l'Assemblée nationale travaille bien ou est-ce que le Sénat travaille bien? C'est une cacophonie. Alors ne parlons pas, madame, et vos propos me conviennent parfaitement, mais alors du Parlement européen qui, lui, est une vaste pétrolière. Pas du tout. Donc moi, je suis... on voit où on est rendu l'Europe. Moi, je suis pour une Assemblée nationale de 200 députés. Je suis pour 100 sénateurs parce qu'ils font de l'excellent travail. Je ne suis pas pour qu'il y ait, par exemple, je le redis parce qu'il faut que les gens le sachent, 8 sénateurs dans les Bouches-du-Rhône, est-ce qu'on en a besoin? 7 dans le Rhône. On va pas faire tous les départements. Il y a tous les concours à la poste, monsieur Bertrand. Parce que ça ne permet pas le contrôle du citoyen. Allez, Madame Sanchez-Smith et monsieur Beck qui veut supprimer les partis politiques. Il a besoin d'avoir 7 députés. Posez-lui la question dans l'Hérault. Non, déjà, il a deux candidates. C'est important d'avoir 9 députés dans l'Hérault ou pas? On répond à monsieur Bertrand rapidement. Je ne pose pas le problème du fonctionnement républicain au niveau des députés. D'accord. Moi, je dis que la Ve République, il faut la réformer. Il faut d'abord introduire la proportionnelle, il faut faire voter les députés avant le président de la République, et il faut introduire les clauses de transparence démocratique et financière à l'intérieur de la Constitution. Voilà ce que je dis. Merci. Ma 6e République, c'est celle-là. Mais c'est la mienne. Elle est un peu différente de celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais je suis sûr que si on interroge bien les élus, beaucoup seront d'accord. Allez, on va faire parler Madame Sanchez-Smith et monsieur Beck. Sur celle-là, je suis oui, sur la question de la transparence notamment et de la moralisation de la vie politique. Par exemple, limiter à 3 mandats, est-ce que ça, c'est une bonne chose? Alors, je ne sais pas si c'est 3, mais je pense qu'effectivement, il faut limiter le nombre de mandats. Est-ce que c'est de la manière qui est proposée par le président de la République? Je n'en suis pas certaine. Pour ne pas avoir des députés qui se représentent X fois, comme on en a encore sur cette élection. Est-ce que ça, par exemple, il faut tourner cette page-là? Je pense aussi qu'il faut limiter l'âge à l'âge donné quand on se présente à un mandat, surtout lorsqu'on en a fait plusieurs. Voilà, c'était... Et quant au Parlement européen et à l'Assemblée, enfin, en tout cas, le Parlement européen, malheureusement, ça n'intéresse pas grand monde et on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et donc, c'est l'objet de beaucoup de fantasmes. On aura l'occasion d'en reparler. Monsieur Beck, vous êtes pour la suppression des partis politiques. Je vous ai vu réagir aux propos là. J'estime que les partis politiques ont finalement un rôle nocif dans ce pays. Y compris le Front National qui vous a tout d'un soutenu à une élection départementale. Oui. Vous participez à la mauvaise image des partis politiques en disant ça. Je dis que les partis politiques ont un effet négatif, et M. Sorel a dit qu'ils avaient rogné les pouvoirs de l'État, ce qui est tout à fait exact. Ce qu'il faut, c'est redonner justement à l'État plus de pouvoir dans ces matières, ce qu'on appelle les matières régaliennes, essentielles, la défense nationale, la monnaie, et ça l'Europe nous l'a pris. Malheureusement. Non, on le lui a donné. On le lui a donné, oui, absolument. La sécurité, etc. Et redonner beaucoup plus de pouvoir à la base. Aux citoyens, donc. Aux citoyens, dans la gestion quotidienne de ceux qu'ils connaissent. Parce que qu'est-ce qu'on peut connaître des subtilités, des finesses et des difficultés de la politique extérieure? Est-ce que c'est l'oligarchie contre le peuple? Par contre, si on refait la rue ou le boulevard de Montpellier, je suppose que les gens qui habitent là sauront là, vous restez sur les trottoirs, on parle de politique bien plus grande. Je dirais plus d'État, mais plus de démocratie à la base. Merci. Voilà. Alors, c'est maintenant, si vous voulez que je réponde également sur la moralisation. On va pas repartir parce qu'on arrive pratiquement sur la moralisation. Ah bon, très bien. Au terme de ce débat, mais on retiendra que vous êtes à peu près tous d'accord sur la même idée, à savoir redonner du pouvoir aux citoyens et toute sa place dans la vie politique. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. Ce débat est justement à revoir ce soir, juste après votre soir 3. Sachez également que 6 autres débats sur des circonscriptions de la région ont été enregistrés et sont à retrouver sur notre site internet France 3 Occitanie. Et puis, notez bien que le premier tour, c'est effectivement dimanche prochain et on va vous proposer une soirée législative exceptionnelle avec un dispositif de 20h15 jusqu'à minuit. Nous allons vous faire vivre cette élection au plus près avec toutes nos équipes sur place dans tous les points chauds, les grandes villes. Nous serons en direct pour tous les résultats, les réactions, les analyses avec nos invités et notre équipe web mobilisée toute la soirée. Un petit mot de conclusion, Stéphane? Oui, on peut préciser donc qu'il y a eu beaucoup de débats sur le net, beaucoup d'échanges vifs, une élection intéressante. On rappellera tout de même le système électoral, c'est un système à 2 tours. Il faut faire 12,50% des voix pour être qualifié. Donc la question de des inscrits, merci beaucoup. Donc l'abstention va être un élément déterminant sur les qualifications pour le 2e tour. On verra ça dimanche soir, évidemment, sur France 3 Languedoc-Roussillon. Voilà, on vous donne rendez-vous donc tous les deux avec Stéphane et avec l'ensemble des équipes de France 3 Languedoc-Roussillon. Donc dimanche à partir de 20h. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Merci à vous.